Bien, bonjour à tous. Alors c'est très difficile de passer après nos collègues métrologues qui sont en pleine possession de leur sujet. Je dois dire que pour Laurence et moi, on a eu un petit peu moins de temps pour se l'approprier. Néanmoins, on était content de répondre à la demande de l'administratrice générale de se pencher sur l'arrivée de la thématique santé au CNAM. Ce d'autant que Laurence et moi-même, comme vous le savez peut-être, sommes co-préfigurateurs de l'école de la santé et que nous avons passé une petite année, avec l'aide de tous nos collègues, à recenser les formations du CNAM dans le domaine de la santé et qu'on a été extrêmement étonnés de la richesse et la diversité de ces formations. Et dès lors, il devenait pertinent pour nous de se replonger un peu en arrière pour savoir finalement quand est-ce que la santé s'était invitée au CNAM. Juste pour vous donner un chiffre que Laurence confirmera, je crois qu'on a identifié 106 formations qui étaient du domaine de la santé, 230 unités d'enseignement au CNAM, donc pour vous dire quand même l'importance de cette thématique. Et du coup, effectivement, on a voulu se repencher un peu en arrière sur quand est-ce que la santé s'est invitée au CNAM. Donc, diapo suivante. Alors, je ne sais pas si cette diapo est très visible pour vous, mais bon, comme le disait l'administratrice générale, on a la chance d'avoir les cahiers d'histoire du CNAM et je ne vous cache pas que nous nous sommes plongés dedans pour se livrer à l'exercice qui nous a été demandé parce qu'il était effectivement assez difficile pour nous de retracer cette histoire. Alors on s'appuie beaucoup sur la création des chaires, on est bien conscient que l'enseignement au CNAM n'est pas simplement le travail des titulaires de chaires, mais d'un corpus d'enseignants beaucoup plus large. Mais c'est vrai que si on cherche un historique, c'est dans les titulaires de chaires qu'on peut retrouver finalement les premières chaires qui ont pu avoir notamment trait à la santé. Alors, il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, pour être précis 1848, l'Académie des sciences avait demandé à Adolphe Blanqui, qui était professeur d'économie politique au CNAM, qui était le successeur de Jean-Baptiste Say, qui avait un frère Auguste, un petit peu turbulent, comme vous le savez peut-être, l'enfermé, le révolutionnaire, mais Adolphe, donc, c'était le grand frère, et lui, plus rangé, professeur d'économie politique, à la demande de l'Académie des sciences, fait un travail pour la première fois sur le bien-être physique et mental des ouvriers. Le soumet au directeur du CNAM de l'époque, dont le nom a été donné, Arthur Morin. Mais là, il y avait un certain conservatisme, il faut le dire, au CNAM. Et les différents titulaires de chaires de l'époque n'ont pas souhaité que les sciences de l'homme et du vivant soient introduites à ce moment-là, notamment l'homme au travail. Donc il y a eu un mouvement de résistance et finalement ce premier travail d'Adolphe Blanqui n'a pas permis d'ouverture de chaires. On était donc au milieu du 19e. Il faut finalement attendre des gouvernements radical-socialistes du début du 20e. On est avec un ministre de l'Industrie, Alexandre Millerand, du cabinet de Waldeck-Rousseau, qui s'empare un peu du sujet. Il va devenir l'administrateur du CNAM en 1905 et c'est lui qui choisit de créer une chaire d'hygiène industrielle. Il la confie à un médecin qui s'appelle Frédéric Louis Hems de Balzac, qui va être le premier à s'intéresser donc à l'hygiène industrielle, qui depuis une vingtaine d'années faisait l'objet de conférences scientifiques. C'était une thématique vraiment qui était en train de naître. Comment est-ce qu'on se préoccupe du bien-être des ouvriers et des travailleurs dans le cadre de leur emploi? Ses premiers cours, il va les donner à des chefs d'entreprise, il va les donner à des médecins hygiénistes et il va les donner à des inspecteurs du travail. Le corps des inspecteurs du travail a été créé en 1892. Donc il s'est d'abord adressé à ce public. Suivent une série de titulaires de chaires. Celui qui après a vraiment marqué l'histoire du CNAM s'appelait Logier. Donc on est dans les années de mémoire 1920-1937 et lui est un grand physiologiste très reconnu. Il va développer une biotypologie de l'employé qui s'appuie sur des critères morphologiques, anthropométriques, sur des critères psychologiques. On l'a flirté un peu avec l'eugénisme. Il a eu quelques controverses au sujet de son travail, mais c'était une vraie pointure scientifique et du coup il avait aussi un certain charisme qui lui ont permis quand même de développer cette biotypologie de l'employé et de son adaptation finalement à l'emploi. Il sera appelé plus tard par le Front populaire à prendre un rôle
je dirais pas plus politique, mais il est devenu directeur du CNRS au passage, et donc quittera sa chaire en 1937. La suite va évoluer vers l'ergonomie, hein, les suites finalement de cette chaire de Laugier, ça a été l'ergonomie et la psychologie du travail qu'on va retrouver à peu près 20 ans plus tard, développé au CNAM. Je terminerai juste avec une mention d'un travail qui a été fait sur la prévention des accidents du travail, confié en 1927 à quelqu'un qui s'appelait Salmon de mémoire, et qui va être le premier finalement à s'intéresser à cette prévention des accidents du travail. Il va dans la suite créer un diplôme qui sera le premier diplôme d'ingénieur de sécurité au travail, qui est donc un diplôme qui est encore enseigné aujourd'hui au CNAM. Donc voilà un petit peu comment finalement la santé est arrivée au CNAM, hein, vraiment par la filière de la santé au travail. Ça s'entendait assez bien quand on connaît ce qu'est l'objet même du CNAM, hein, qui est le métier, hein, que ce soit la santé au travail qui soit le cheval de Troie. Et maintenant, je vais passer la parole à Laurence, qui va vous raconter un petit peu comment dans d'autres disciplines la santé est venue au CNAM. Merci. Alors, comme l'a souligné Arnaud, en effet, les chaires représentent véritablement une vitrine de l'innovation au CNAM. C'est souvent l'émanation de la recherche, puisque la formation va découler plutôt de l'existence de la chaire. Et elles ont, bien entendu, une mission importante de diffusion de la culture scientifique et technique. Les chaires, elles peuvent passer, elles peuvent être assez fugaces, en quelque sorte, mais aussi d'autres restent très longtemps, se perpétuent. C'est ce qu'appellerait Marc Imbert les chaires pivots, hein, selon Marc Imbert, c'est-à-dire finalement ces chaires restent et puis donc des titulaires passent et les font vivre, les adossent à la réalité du temps. Et effectivement, elles vont vraiment être une représentation de l'état de la science à un moment donné du temps et elles vont refléter des grands enjeux sociétaux. C'est pour ça qu'on a choisi cet angle pour aborder l'innovation en santé, parce qu'on n'avait pas finalement repéré tous les brevets éventuels, toutes les recherches qui avaient été menées dans ce champ-là, puisque c'est un champ, vous allez voir, qui est assez considérable. Et c'est un champ qui a marqué vraiment de façon très progressive le CNAM. C'est un champ qui s'est démultiplié au sein du CNAM et qui s'est beaucoup enrichi au cours du siècle dernier. Et effectivement, la première chaire, donc dans le champ de la santé, c'est bien celle d'hygiène industrielle en 1905, qui aboutit aujourd'hui, alors on a d'autres chaires dans ce champ-là, mais on a répertorié 12 chaires aujourd'hui qui s'inscrivent dans le champ de la santé. Alors je ne sais pas s'il faut mettre métrologie en plus, donc on peut mettre une 13e chaire éventuellement dans le champ de la santé. Pour effectuer ce travail de fouille, nous avons bien sûr compulsé quelques archives du CNAM, mais également nous avons profité du travail qui est élaboré par Alain Bauer, qui cherche à recenser toute l'existence des chaires. Et nous le remercions. Donc, les premières chaires sont nées véritablement dans ce domaine de santé au travail. C'est le principal champ de recherche au CNAM. Quand on prend bout à bout les chaires, mais également les recherches qui sont menées dans le champ de la santé, on voit que le CNAM porte un intérêt très fort, comme ça a été mentionné d'ailleurs par l'administratrice générale, mais aussi par Arnaud Fontanet, aux travailleurs, à la situation du travailleur et des employeurs, et les accompagne pour allier au mieux santé et travail. Donc, on voit très bien sur cette frise finalement, donc on a la chaire d'hygiène industrielle et puis prévention des accidents du travail, physiologie du travail qui naît aussi à peu près dans le même temps, des questions qui relèvent un peu plus de l'ergonomie qu'on appelait orientation professionnelle et physiologie du travail. On reste sur une approche très un peu on va dire mécaniste peut-être du travail et finalement même de l'homme, physiologiste, pour aboutir progressivement au fil des décennies vers une approche beaucoup plus systémique de la santé au travail à travers donc des chaires qui ont couvert les neurosciences, l'ergonomie, la psychologie du travail qui est née en 1976 et qui existe encore aujourd'hui. On a eu des chaires avec des titulaires de chaires tout à fait célèbres, par exemple Yves Clos en psychologie du travail, mais aussi son nom m'échappe, mais excusez-moi, Christophe Dejour en psychodynamique du travail, et puis d'autres encore. Mais je voudrais
revenir justement sur l'importance de cette santé au travail, qui est aussi le reflet d'une évolution dans la société qui s'est traduite, qui s'est concrétisée par la mise en place de la sécurité sociale. Avant, en 1945, on a vraiment des prémices, on a des assurances sociales qui existent, et les toutes premières assurances sociales, elles vont concerner justement la couverture des accidents du travail. Donc il y a vraiment un lien entre la réglementation qui se met en place pour protéger les travailleurs. Dès 1898, on a une première loi qui protège les travailleurs des accidents du travail, qui va donc exiger des indemnisations, mais également les maladies professionnelles quelques temps après, en 1919. Donc on a bien en fait un lien entre à la fois la création des chaires et aussi l'évolution de la société. Et donc on va avoir également de notables donc cette évolution vers la prise en compte de la santé mentale au-delà de la santé physique. Donc finalement on a aujourd'hui 3 chaires dans ce champ-là qui couvrent la psychologie du travail, l'ergonomie, les relations homme-machine, avec une dimension aujourd'hui du numérique qui est très présente, et la prévention des risques professionnels et environnementaux, chaires qui étaient préfigurées auparavant, par exemple par celle qui a été occupée par William Dabb, et William Dabb qui a accordé beaucoup d'importance par rapport aux expositions environnementales, par exemple le chlordécone dans les Antilles. Alors après, tout ce pan de création de chaires et qui sont aussi vraiment le ferment de recherche en santé au travail, dans la santé au travail, on a aussi au CNAM une chaire qui a existé très, très anciennement, quelque part, en fait, en 1987, qui portait sur le handicap, le travail, la société. C'est-à-dire qu'on accordait aussi une importance cruciale à la façon d'accompagner les personnes handicapées au sein du travail. Donc ça, c'est assez notable parce que c'est la toute première chaire en France qui a été créée en lien avec le handicap. Elle a connu quelques ruptures, comme de nombreuses chaires d'ailleurs, mais elle existe encore aujourd'hui et vise à améliorer l'inclusion sociale des personnes handicapées, à favoriser la citoyenneté, à favoriser la participation sociale. Et on a même une deuxième chaire qui a été créée en 2016 qui porte sur l'accessibilité, qui est l'accessibilité vraiment au sens large, numérique, des locaux et autres. Cette chaire, initialement, elle avait été occupée par Louis Avant, qui lui-même, alors peut-être la particularité de Louis Avant, justement, dans la création de cette chaire, c'est qu'il promouvait complètement les recherches pluridisciplinaires sur le handicap. Et je pense que c'est aussi la particularité du CNAM dans l'innovation, c'est d'embarquer les recherches avec un prisme pluridisciplinaire. C'est ce qu'on va voir progressivement se mettre en place, en tout cas dans les centres de recherche du CNAM. Ensuite, donc, troisième champ intéressant de la santé dans le CNAM, qui va être la résultante d'une longue histoire de la chimie au CNAM, puisque effectivement on avait une première chaire, parmi les 3 chaires qui ont été créées en 1819, il y avait celle de chimie industrielle, et qui ensuite a été suivie de plusieurs chaires en chimie, bien sûr zoologie, chimie agricole, biologique, agriculture, biologie végétale, chimie appliquée à la science et à l'industrie nucléaire. Donc on a différentes chaires qui se sont créées, mais qui se sont entremêlées parfois avec l'agriculture. 1839, donc une chaire d'agriculture, 1912, agriculture et production. Et ça, c'est vraiment notable également parce que Boussingault, qui a été le tout premier chimiste titulaire d'une chaire, donc en 1845, a commencé à œuvrer dans ce champ-là, qui aboutit des décennies, enfin, pas des décennies, mais oui, des décennies et voire un siècle après, à la création de l'Institut Boussingault de Bretagne, qui justement est orienté vers l'agroalimentaire. Donc on voit qu'en fait, tout cela, toute cette genèse aboutit à partir, on va dire, des années 90 à une investigation du champ de la santé, mais sous l'angle de la biologie, de l'analyse chimique, de la bioanalyse, du génie biologique et ensuite de l'agroalimentaire. Également, nous avons depuis 2014 déployé des recherches sur l'industrie chimique et pharmaceutique pour occuper ce champ-là. Donc on est vraiment dans la santé à la fois en termes de création de médicaments thérapeutiques, mais également pour prendre soin de l'environnement, s'assurer la sécurité de l'eau et des aliments. Après ce champ-là, eh bien, nous avons un champ aussi parallèle qui s'est beaucoup développé avec la création en 1997 de la chaire d'économie et gestion de la santé, dont le titulaire de chaire était Jean de Carvaz-Doué.
vraiment résolument orienté vers l'évaluation des politiques publiques. Donc il s'agit aussi pour le CNAM d'occuper ce champ-là, c'est-à-dire de proposer une réflexion sur la façon dont on peut faire évoluer les politiques de santé. Et on a toute une production très importante qui a été réalisée par Jean Kervaseux pendant environ 15 ans dans ce champ-là, qui était vraiment des talents visionnaires, puisque si on le reprend rétrospectivement, tout ce qu'il a pu écrire dans ses chroniques, par exemple, dans Le Monde, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, il y avait vraiment une dimension très prospective de son travail dans les politiques de santé. Également, il avait un ancrage fort sur le management des services de santé, puisqu'il avait une expérience de direction d'hôpital. Et c'est vrai que l'idée, c'était aussi d'organiser, dans un monde de ressources rares où la pression économique se faisait de plus en plus importante, d'organiser non seulement le système de santé, les ressources, de pouvoir optimiser ces ressources pour produire la meilleure santé possible. Et dans ce champ-là, également, nous avons une autre chaire qui a été créée, qui était occupée par Bernard Kouchner en santé-développement. Lui, il avait une expérience, vous le savez sans doute, donc dans Médecins sans frontières au niveau international. Et donc, cette chaire était beaucoup plus orientée vers la façon dont on pouvait promouvoir la santé au niveau international dans les pays à faible revenu. Cette chaire, ensuite, elle a évolué davantage vers des préoccupations épidémiologistes et de santé publique, avec, par exemple, des travaux sur les maladies émergentes qui ont concouru à avoir une position extrêmement active pendant la crise du Covid. Enfin, donc, dans ce champ-là de politique de santé au sens large, de la santé publique, on a également la chaire Humanité Santé. Donc ça, c'est vraiment une chaire très récemment créée en 2018, qui, elle, est orientée véritablement vers la philosophie du soin, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prendre mieux soin des personnes que l'on accueille, comment promouvoir la qualité de vie, la santé, mais avec une autre approche du soin, une réflexion sur la façon dont on délivre ce soin dans la clinique, c'est-à-dire au chevet du patient. Pour terminer, donc les plus récentes chaires qui ont été créées dans le champ de la santé sont celles de bioinformatique et surtout de statistiques et données massives, puisqu'on a là également, de façon concomitante avec évidemment le virage numérique et puis le développement sans doute de l'intelligence artificielle, une nécessité de pouvoir accompagner les chercheurs dans ce champ-là et de pouvoir profiter de la grande profusion de données en santé pour mieux orienter encore une fois les politiques publiques et servir la société. Alors finalement, au-delà de ce répertoire un petit peu des chaires dans le champ de la santé, est-ce que je me dépasse beaucoup de temps? Ça va en fait dans ce moment. Voilà. Donc, donc, pour récapituler, on a aujourd'hui effectivement 12 chaires sur 53 chaires existantes à l'heure actuelle dans l'Assemblée des chaires. Ça représente quand même près de 20% des chaires, c'est quand même assez considérable. Et on voit bien que ces chaires peuvent avoir un impact très important sur la politique de santé ou les agences sanitaires, avec une participation très active des enseignants-chercheurs et titulaires de chaires à la fabrique de ces politiques de santé. Et ces chaires, comme on l'a mentionné, elles naissent vraiment de ce qui se produit dans les laboratoires de recherche. Il y a à peu près une dizaine de laboratoires de recherche au CNAM qui sont impliqués, alors pas complètement, mais qui ont des sujets de santé et qui permettent de fournir de nouvelles réflexions et de nouvelles collaborations également. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant au fil du temps au CNAM, c'est que de plus en plus, comme ça a été mentionné précédemment, on développe la pluridisciplinarité dans le cadre des appels à projets, des réponses aux appels à projets, l'interdisciplinarité. Nous venons par exemple de livrer une recherche sur le polyhandicap qui associe à la fois la psychologie du travail, la sociologie, l'économie, avec une approche à la fois très quantitative sur les données de santé existant à l'heure actuelle, mais aussi très qualitative. Et puis par ailleurs, on voit également que nous adossons de plus en plus souvent les recherches aux sciences participatives, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire participer l'ensemble de la société à la production des recherches. Donc on a un professeur qui a été au CNAM, pas pendant toute sa carrière, mais qui a été suffisamment célèbre qu'on puisse le nommer, c'est le professeur Serge Exberg, qui a été inventeur du Nutri-Score et qui a été donc professeur, qui a mis en place justement des cohortes qui nourrissent, comme Nutrinet Santé, qui nourrissent en fait cette connaissance régulière des comportements humains. Et je te passe la parole maintenant sur... Alors juste pour vous dire qu'en reprenant le code couleur de la diapositive précédente, on retombe maintenant sur les 5 pôles que nous avons définis avec Laurence quand il a fallu qu'on fasse cet inventaire des formations santé du CNAM.
avec des domaines que je vous laisse découvrir par vous-même et qui reprennent finalement, c'est l'aboutissement de cette histoire de l'arrivée de la santé au CNAM, avec toujours un pôle santé au travail très fort, hein, puisque c'était à l'origine, mais depuis, ce sont, comme vous l'avez vu sur la présentation de Laurence, d'autres pôles ont été investis par le CNAM et nous permettent d'offrir aujourd'hui une offre de formation qui est extrêmement diversifiée sur la santé. Un mot sur les partenariats qu'évoquait Laurence pour vous dire que dans un domaine qu'on appelle la santé globale, qui est finalement cette idée générale que les problèmes de santé dans le monde entier deviennent un peu les mêmes. On avait tendance à opposer avant les problèmes des pays dits du Nord aux pays du Sud. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, on partage les mêmes difficultés, les mêmes problèmes de santé. Les maladies infectieuses arrivent dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. L'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer deviennent des vraies préoccupations. Donc on n'a plus cette séparation très franche des problématiques de santé entre le Nord et le Sud, et on est aussi interdépendants. Comme vous le savez, si un foyer infectieux part d'Asie au hasard, cette maladie infectieuse va pouvoir se répandre sur l'ensemble du globe et nous concerner tous. Et puis, un autre exemple qui est classiquement cité, quand on a rendu difficile à l'industrie du tabac la vente des cigarettes dans les pays du Nord parce qu'on ne pouvait plus fumer dans les lieux publics, eh bien, ils sont allés ouvrir des marchés dans les pays du Sud. Donc il y a cette interdépendance des problèmes de santé entre le Nord et le Sud, et c'est ça qui nourrit la réflexion de la santé globale. Et pour alimenter des formations en santé globale, on a créé des partenariats. Un avec l'Institut Pasteur qui a ouvert vers le risque infectieux et la biologie un certain nombre de possibilités en termes d'enseignement et de stages pratiques, avec une couverture mondiale qui se rajoute au réseau international du CNAM. Il y a 33 instituts Pasteur dans le monde, dans 26 pays. Et on travaille aussi avec le HESP, l'école des hautes études en santé publique, qui nous apporte des disciplines complémentaires des nôtres, notamment dans le domaine de environnement et santé, et dans le domaine des sciences du comportement. Pour vous donner un exemple sur le master spécialisé en santé globale qui est maintenant offert au CNAM, en partenariat avec l'Institut Pasteur et le HESP, les cours que l'on va ouvrir l'année prochaine seront un cours de impact des changements environnement et climatiques sur la santé, un cours sur santé mère-enfant, et un cours d'épidémiologie vaccinale et un cours de changement des comportements en période de crise. Et là, ce sont les collègues de l'HESP qui viennent nous prêter leur expertise dans ces formations qui sont pour nous extrêmement importantes. Donc je vais maintenant laisser à Laurence la possibilité de conclure ce panorama. Oui, donc pour conclure, en fait, je voulais vous présenter les principales formations dans les grandes lignes de l'école de la santé, puisque effectivement le recensement que nous avons effectué au cours de cette année nous a permis d'aboutir à 106 formations dans le champ de la santé. Dans ces 106 formations dans le champ de la santé, nous avons des parcours complets qui sont proposés du Bac+1 au doctorat via 2 écoles doctorales qui sont à la fois dans le champ des sciences et techniques et des sciences humaines et sociales. Et une bonne moitié de ces diplômes sont des diplômes certifiants du Bac+1, donc Bac+5, mais également on a des diplômes d'établissement, des certificats professionnels, on va dire vraiment de Bac+1, niveau Bac+1 jusqu'au master spécialisé Bac+6, ou encore une grande production de MOOC, enfin grande, on a répertorié 9 MOOC, mais certains rouvrent chaque année, et des open badges qui devraient très prochainement voir le jour. Dans cette offre de formation, on a aussi donc un soutien très fort de la part des territoires, puisque quand on regarde les données d'information, nous observons que la moitié des auditeurs de l'école de la santé sont formés à Paris, l'autre moitié sont formés en région. Nous avons également quelques points de développement au niveau international, donc en Europe, notamment en Grèce, et au niveau donc des pays d'Afrique, de Madagascar, par exemple, Côte d'Ivoire, ou encore des développements au Brésil. Voilà, donc je m'en tiendrai là. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les formations qui sont aujourd'hui disponibles de l'École de la Santé, nous avons une page Internet. Et il faut voir encore une fois que toutes ces formations sont la résultante d'un long processus d'histoire, comme on a essayé de vous le montrer à travers ce panorama rétrospectif. Merci beaucoup pour votre attention.